Je vais être franc avec vous, ce mois-ci, j'ai plusieurs belles expériences à vous partager. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment Quoi de neuf du mois d'octobre. Alors le segment Quoi de neuf est un de mes segments préférés sur la chaîne parce que je passe en revue les différents jeux que j'ai joués et je vous donne mon avis en rafale comme ça. Et là, le mois d'octobre a été garni de plusieurs belles choses, dont un événement ludique, le WJDS, donc le week-end de jeux de société, qui a été un événement vraiment génial et j'ai beaucoup de belles choses à vous partager de cet événement-là. Donc je commence immédiatement avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois d'octobre, j'ai joué 56 parties de 38 jeux différents et là-dedans, il y en a 10 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors oui, beaucoup de parties, de parties de plein de jeux différents et c'est ça qui est le fun parce qu'en participant à des événements comme ça nous permet de pouvoir, voir plein de gens et de pouvoir partager beaucoup de belles expériences comme ça, mais aussi de jouer à énormément de jeux en rafale. J'en ai d'ailleurs profité pour rejouer à quelques petits jeux de ma collection. Parce que vous le savez, dans notre collection, parce que dans ma collection, il y a beaucoup de jeux que je me dis souvent, il faudrait que j'y rejoue. Mais c'est certain que, ma collection est quand même assez garnie et j'ai l'occasion d'essayer beaucoup de jeux. Donc, qui dit essayer beaucoup de jeux, dit de revenir un peu plus rarement à nos anciens amours. Donc, je m'étais fait une liste dernièrement de jeux que je voulais rejouer. Donc, des jeux que j'ai dans ma collection et que je n'ai pas joué depuis beaucoup trop longtemps, afin de voir comment les jeux tiennent la route avec un peu de recul. Parce que éventuellement, je vais travailler à peut-être produire un futur top quelque chose de mes jeux favoris et c'est pour ça que je me suis fait une petite liste de jeux à revisiter. Donc une belle liste de jeux à redécouvrir pour voir si mon impression initiale était encore la bonne et pour voir s'ils tiennent la route avec tout ce temps-là. Donc, un bel événement au WJDS. Donc, premièrement, je tiens à remercier toute l'équipe d'organisation. Vraiment un super événement, c'était le fun parce que c'est un événement pas trop gros. C'est une centaine de personnes et là-dessus, il y a eu des prix qui ont été remis, c'est incroyable. Et c'est un endroit très, très chaleureux, je dirais. Donc, c'est un peu plus reclus dans le bois. Donc, c'est pas trop loin de Québec, donc en périphérie de Québec. Donc, c'est certain que c'est pas trop loin pour moi. Et là, les gens ont l'occasion justement de pouvoir loger sur place dans des chalets. Il y a également un service de cafétéria qui est offert sur place. Donc, un beau petit événement que j'apprécie particulièrement. Donc, c'était ma deuxième édition d'y aller et une fois de plus, je suis tombé sous le charme de cet événement-là parce que, bon, c'est tellement chaleureux, c'est tellement agréable et j'ai quand même eu l'occasion de faire plusieurs parties, dont des parties de Ready, Set, Bet. Mais là, je vous en parlerai pas parce qu'à chaque événement, je finirai par ressortir ce jeu-là. Mais j'ai beaucoup d'autres expériences à vous parler. Donc, premièrement, je commence avec un jeu qui s'appelle Fit to Print. Alors, Fit to Print est un petit jeu que j'attendais avec impatience de la compagnie AEG. C'est un jeu qui utilise un thème que j'aime énormément parce que on doit faire la page frontale, la une d'un journal. Et là, le tout est fait avec un système de polyomino qu'on va devoir aller chercher, donc drafter au milieu de la table, un peu dans le genre de Galaxy Trucker. Donc, les joueurs ont accès à la grosse pile d'articles, de photos de journaux, si on veut, qui sont toutes avec des formes de polyomino, et on doit les prendre, les retourner sur notre bureau et choisir est-ce qu'on le conserve, donc si on le conserve, on doit le laisser là, ou est-ce qu'on le remet, et là, tous les autres joueurs vont y avoir accès. Donc le but éventuellement va être de pouvoir fabriquer cette page-là, mais on ne peut pas commencer tout de suite. Il faut placer les articles qu'on a choisis sur le bureau, et lorsqu'on est prêt, on part. Le deuxième aspect, donc c'est chronométré bien entendu pour ajouter un petit peu de stress. Et là, le deuxième aspect est de prendre les polyomino qu'on a sur notre bureau et de les placer dans notre une. Ça se pourrait qu'on ait mal calculé la quantité de polyomino qu'on doit prendre, soit à la hausse, soit à la baisse. Il faut faire attention de ne pas en avoir trop parce qu'on va perdre des points. Mais il faut faire aussi attention de ne pas avoir trop d'espace blanc parce que on va perdre également des points. Donc, un petit aspect de vitesse, c'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux. C'est un jeu que j'ai particulièrement aimé par son thème. Bon, c'est certain que c'est pas mon jeu de l'année. Mais j'ai eu l'occasion de jouer à 2 joueurs et un peu moins de tension, mais à 6 joueurs, c'est assez impressionnant autour de la table. Donc je dirais que ça roule quand même assez bien. Et une petite particularité de ce jeu-là, c'est que dans les articles, parce que c'est du placement de polyomino, on doit avoir des conditions, donc on peut pas placer 2 articles pareils, de la même couleur à côté, 2 photos pareilles. Les photos vont marquer des points selon l'adjacence. Donc c'est vraiment un petit puzzle qu'on va faire. Mais on a des petites tuiles qui sont des revenus. Et les revenus sont très importants parce que essentiellement, ils ne nous donnent pas de points de victoire, mais à la fin de la partie, le joueur avec le moins de revenus publicitaire va être complètement éliminé de la partie. Donc, ça rajoute une petite twist d'élimination un peu à la High Society, donc le grand jeu, je pense.
qui rajoute du fait qu'on va devoir essayer de bien planifier nos affaires. Donc ça reste un petit jeu très intéressant à jouer, surtout en groupe, un jeu pas trop long, pas trop complexe et qui se prend pas trop au sérieux. Parlant de jeu qui se prend pas trop au sérieux, le prochain jeu que je vais vous parler, c'est Trick Draw. Trick Draw est un petit jeu que j'ai reçu à Gen Con. Donc, j'ai parlé avec l'éditeur. Il m'a remis une copie de presse. Je dirais que c'est un jeu que j'avais pas du tout entendu parler et c'est un jeu qui était très bas dans ma liste de priorités. On se cachera pas, c'est un petit jeu de cartes un peu take-that, sans trop de prétention. Et lorsque j'étais à l'événement, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas l'essayer? Donc, je l'ai essayé, j'ai ouvert le jeu, j'ai lu les règles, très rapide à jouer. Et je dois dire que j'ai été surpris. Donc, c'est pas un jeu phénoménal. C'est pas un jeu que je vais obliger tout le monde à dire, il faut vraiment que vous essayiez ça. Non, mais c'est un petit jeu qui m'a surpris parce que c'est très simple. À la base, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est on va placer des cartes, on va construire un tableau de cartes devant nous. Et lorsque c'est notre tour, on va avoir certaines actions qu'on va pouvoir faire, on va piger. On va pouvoir jouer des cartes. On peut les jouer soit face haute et activer ensuite des pouvoirs qu'on va pouvoir avoir, ou les jouer face cachée. Et là, ils vont donner un point de victoire. Mais la twist vient du fait qu'il y a certaines habilités qui vont nous permettre de pouvoir retourner des cartes ou de les contre-tourner comme ça, donc de les flipper. Donc, de réactiver certaines cartes et de générer des petits pouvoirs. Bon, bien entendu, il y a du take-that, on va voler des cartes aux autres joueurs, on va briser leur plan, on va leur prendre des cartes dans leur tableau. Et je trouve que... Mais le jeu coule bien, le jeu roule bien. J'ai fait quelques parties et je dois dire que j'ai quand même été très, très, très surpris. Je pense que d'ailleurs, je vais vous faire probablement une vidéo sur la chaîne parce que ça a été une belle petite surprise. Je continue avec un jeu qui s'appelle Dawn of Ulos. Alors, si vous avez suivi la chaîne, vous allez savoir que le mois dernier, j'ai découvert un classique ludique du nom de Acquire. Acquire a presque 60 ans maintenant, parce que le jeu a été fait en 1964, et c'est un jeu que j'avais particulièrement apprécié. Lorsque j'ai commencé à Dawn of Ulos, qui est un jeu que j'attendais quand même de la compagnie Thunderworks Game, qui a produit entre autres l'excellent Role Player et aussi plusieurs autres jeux dans ce même univers fantastique-là. Donc lorsque j'ai vu Dawn of Ulos, je voyais la carte un peu et je savais pas trop à quoi m'attendre comme jeu, mais j'avais quand même très hâte de l'essayer. J'aimais vraiment le visuel et j'aime quand même cet univers-là et cette compagnie-là. Lorsque j'ai commencé à lire les règles de Dawn of Ulos, je me suis rendu compte que, hey, c'est clairement inspiré de Acquire. Je dirais que le jeu partage probablement 70% de son ADN avec Acquire. Le jeu se le cache pas, c'est clairement Fantasy Acquire. Donc oui, bien entendu, il y a des petites twists, des choses différentes, mais lorsqu'on va placer les factions qui vont être là, ça va être comme si c'était des chaînes d'hôtels. On va rajouter des tuiles qui vont être placées là, mais on va se placer de manière à pouvoir aller chercher différentes factions. On s'entend, c'est des stocks de compagnie, même que même en début de partie, on disait je vais prendre un stock de gobelins ou un stock d'orques. Mais le jeu vient avec des petits twists intéressants du fait que lorsqu'il va y avoir des merges, il va y avoir des combats. Donc là, au lieu que simplement le plus gros absorbe le plus petit, on va avoir une espèce d'élément de combat qu'on va pouvoir rajouter. Donc on va pouvoir influencer le combat à travers la partie. Donc j'ai trouvé que c'était Acquire, mais avec quelques petites étapes de plus. J'ai juste joué une partie. Je pense que je veux réessayer ce jeu-là parce que je trouvais qu'il y avait quand même des très bonnes idées. Mais on se le cachera pas, le jeu se le cache même pas. C'est clairement Acquire dans un univers fantastique. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup de concepts similaires. Je trouve ça drôle parce que, étant donné que j'ai joué à Acquire il y a vraiment pas longtemps, ça faisait très spécial d'arriver à ça et en pleine lecture de règles de me rendre compte que, hey, c'est clairement ça. Donc, comme je disais, là, le jeu se cache pas non plus, là, et il reprend vraiment sa base de ça, mais j'ai trouvé que c'était un concept quand même très intéressant. Un autre jeu que je vais vous parler, c'est le jeu Age of Wonders Planetfall. Alors, c'est tiré d'un jeu vidéo, Planetfall, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est une espèce de série de jeux vidéo qui date déjà de plusieurs années. Je pense que ça doit faire plus qu'une dizaine d'années que ça existe, Age of Wonders, qui n'est pas une franchise que je connais particulièrement. Lorsque j'ai vu le jeu à Gen Con, je trouvais qu'il avait de l'air intéressant. 2 à 6 joueurs qui jouent en 20 à 40 minutes. Donc, une petite espèce de création de tableau qu'on allait faire. J'aime beaucoup les tableaux builder et j'aimais un peu le look fantastique malgré le fait que je connaisse absolument rien de la franchise. Donc, c'est certain que les fans de jeux vidéo vont peut-être être un peu plus attirés par ce jeu-là parce que, justement, ça va chercher quelque chose qu'ils vont connaître. Donc, je l'ai pris en aucune connaissance de cause, complètement à Gen Con. Je me suis dit, hey, je vais essayer ça. Et j'en ai profité. Je me suis dit, waouh, je cherchais un petit dernier jeu à sortir avant de partir, avant de terminer mon événement. Et malheureusement, donc c'est un jeu qui joue de 2 à 6, j'ai joué à 2 joueurs, qui est probablement le pire player count pour jouer à ce jeu-là, étant donné que c'est un jeu qui se joue dans un court laps de temps, un jeu de style de draft un peu qu'on va faire et qui joue à beaucoup de joueurs. Donc j'ai joué à 2 joueurs et je dois dire que ça a été un échec cuisant. Donc c'est pas un jeu qui m'a impressionné, mais je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que le jeu va donner avec plusieurs joueurs, avec
4, 5 ou même 6 joueurs, parce qu'à 2 joueurs, j'ai trouvé que le jeu tombait vraiment à plat. Donc, dans Planetfall, on va drafter des cartes pour se construire un petit tableau. Donc, dans les cartes qu'on va drafter, des fois, ça va être des cartes qui vont nous permettre de pouvoir faire des combats, où on va gagner de l'expérience ou de la force. On va devoir gérer une ressource qui est de l'énergie, de manière à pouvoir se construire un petit tableau de cartes. Mais j'ai trouvé que le jeu était tellement pas inspiré. Donc, c'est un jeu qui nous fait pratiquement vouloir croire que c'est un 4X, parce que on va développer une civilisation, on va explorer des nouveaux mondes, on va affronter des ennemis, mais on dirait vraiment un contrat qu'une compagnie a dit « Hey, j'ai un jeu vidéo, fais-moi un jeu de société. » Ils ont pris un designer, le designer était sur l'autopilote de A à Z et il a créé ce jeu-là. Un jeu vraiment pas inspiré, vraiment pas inspirant. Je vais quand même essayer d'y rejouer. Je vous en reparlerai à ce moment-là quand je vais rejouer à ce jeu-là, mais pour l'instant, c'est vraiment pas un jeu que je vais suggérer à personne d'aller chercher, à moins que vous soyez vraiment fan de jeux vidéo, puis vous dites « Wow, j'aime tellement cette franchise-là que je vais jouer à n'importe quoi », ben parfait, dans ce cas-là, ça s'adresse probablement pas à vous. Moi, je connaissais pas le matériel source et ça m'intéresse très peu. Je continue avec un petit jeu, celui-là, un petit jeu que j'ai joué en famille avec mon fils, parce que c'est un jeu de dinosaures qui s'appelle Dinodocus. Alors, Dinodocus est un jeu où vous allez construire des dinosaures avec des noms loufoques. Ouais, pour un gamer, c'est à peu près là que le fun s'arrête. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est un jeu clairement familial. C'est un jeu qui est très très simple. On va devoir construire des dinosaures et là ils vont avoir des valeurs de combat. Et là on va pouvoir essayer de voler des cartes, de briser le dinosaure de l'autre joueur, de manière à pouvoir aller réussir à le faire survivre à travers les époques et gagner des cartes de temps. Donc on va construire une ligne du temps. Et là, je tiens à dire que cet aspect-là, je l'ai trouvé très bien pensé par contre, parce que lorsque notre dinosaure va s'éteindre, parce que bon, il va avoir été vaincu, parce que bon, les herbivores doivent se nourrir d'herbes, bien entendu, de végétation. Et les carnivores vont se nourrir de d'autres dinosaures. Donc, à chaque tour, on va regarder voir si notre dinosaure réussit à survivre avec certaines conditions qui vont s'appliquer. Et lorsqu'on va le faire, on va recevoir des cartes. Et lorsqu'on va placer les cartes, on va les placer une espèce de ligne du temps. Et selon les cartes qu'on va superposer, on va les placer et la plus grande ligne du temps à la fin de la partie va remporter. Donc c'est un jeu que mon fils a aimé, mais je pense qu'on a eu plus de plaisir à fabriquer des drôles de noms de dinosaures. Donc c'est vraiment... c'est pas un jeu que j'avais des grandes attentes non plus. Ça occupe mon fils, ça l'a amusé. J'ai joué une petite partie, 2 petites parties avec lui, mais je pense qu'après ça, il s'est inventé des règles pour se fabriquer des dinosaures. Et c'est tant mieux comme ça, parce que bon, il a eu beaucoup de plaisir avec ça. C'est pas une expérience ludique vraiment super, mais si ça me permet de passer du bon temps avec mon fils, c'est quand même un winner. Je continue avec, cette fois-ci, une liste de jeux. Donc, des jeux que j'avais déjà joués, comme je vous parlais tantôt, que j'ai décidé de revisiter. Donc, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé probablement de ces jeux-là, à travers la chaîne, à travers le temps. Je vous en ai probablement déjà parlé, mais je veux prendre quand même des moments aujourd'hui pour vous les revisiter. Donc, je commence avec un jeu qui s'appelle Suburbia. Suburbia est un jeu qui fait partie de mon top 10, top 15, qui est un jeu de création de ville. Alors, si vous suivez la chaîne, vous le savez, construire une ville est un de mes concepts ludiques favoris. Donc, c'est un truc que j'adore, le petit côté SimCity en moi, mais tous les jeux où je vais pouvoir construire une ville, donc d'une manière ou d'une autre, vont vraiment m'attirer. Suburbia est à mon avis le meilleur de tous les jeux de construction de ville parce que on va placer des tuiles et on va avoir certaines conditions. C'est un vrai casse-tête et moi j'adore ce type de casse-tête-là. J'ai même acquis la grosse version du collectionneur que je n'avais pas eu l'occasion encore de jouer. Et c'est un peu triste parce que j'étais tellement heureux d'avoir cette version-là et c'est resté probablement presque 2 ans sans que j'y joue. Mais là, je me suis dit, c'est le temps de la sortir, on y va. Avec mon ami Guillaume, j'ai décidé de revisiter également mon top 15, donc de rejouer à tous les jeux de mon top 15, aussi pour me faire un ordre en prévision d'un futur top, donc pour pouvoir voir les jeux qui tenaient encore la route. Et je tiens à dire que Suburbia tient incroyablement bien la route parce que oh God, que j'aime ce jeu-là. Donc, c'était vraiment un puzzle. On va devoir essayer d'acheter des tuiles, de les placer, certaines conditions. Donc, certaines tuiles qu'on va placer, si on place certaines tuiles résidentielles, par exemple, à côté d'une tuile industrielle, on va perdre de la réputation, on va devoir essayer de gérer notre argent. C'est vraiment un jeu génial. Si vous ne connaissez pas Suburbia et que vous ne voulez pas nécessairement l'acheter, il y a une application mobile qui existe également, donc sur le cellulaire, qui retransforme le jeu en un jeu de puzzle vraiment, vraiment génial. Donc, ça reste un jeu qui va garder son standing pour moi, mon jeu de construction de ville favori, toujours un jeu qui va figurer dans mon top 15, Suburbia. Je continue avec un jeu qui, lui, il y a eu plusieurs versions. C'est le jeu 51st State, cette fois-ci la Ultimate Edition, donc le Master Set Ultimate Edition. Bon, pour vous faire une petite histoire relativement courte, 51st State est un jeu qui a été designé par Portal Games il y a déjà un bon moment. Le jeu avait commencé en s'appelant 51st State, qui était un jeu qui était franchement
plein de problèmes. Ils ont ensuite sorti une extension, New Era, qui venait corriger quelques problèmes, mais c'est comme une roue qui tourne carré. T'as beau essayer d'adoucir un peu les coins, ça roule quand même carré. Plusieurs années plus tard, ils ont décidé de sortir un jeu qui s'appelle Imperial Settlers, un jeu de tableau building que j'ai adoré et que j'ai joué énormément. D'ailleurs, Imperial Settlers figure dans mon top 10 de mes jeux favoris de tous les temps. Donc ensuite, après Imperial Settlers, ils ont décidé de modifier un peu et de créer Imperial Settlers, cette fois-ci Empires of the North, qui reprenait des éléments de 51st State et qui les remettait avec ça. Donc, entre-temps aussi, ils ont décidé de recréer 51st State. Là, ça commence à être compliqué. Hein? Donc, ils ont décidé de refaire 51st State Master Set. Donc, ils ont rajouté des éléments. Donc, justement, après le Master Set vient Imperial Settlers Empire of the North. Et là, ils ont décidé de sortir le Master Set Ultimate Edition avec toutes les extensions. Tant qu'à moi, c'est tous des jeux que je placerais dans le même barème parce que c'est des variantes les uns des autres. Mais si vous me demandez lequel que je préfère, j'aurais de la misère à répondre. Parce que chacun des jeux a une petite twist qui le rend intéressant. Donc, Imperial Settlers a un aspect qu'on a une faction et on a également un deck commun. Donc, on va devoir piocher, d'essayer de gérer nos cartes de faction ainsi que des cartes générales pour pouvoir construire notre tableau. Donc, dans le cas de 51st State, là, on a simplement des cartes génériques. Donc, on a un plateau, oui, mais on a juste des cartes génériques qu'on va devoir essayer de drafter. De son côté, Imperial Settlers, Empire of the North, lui, on a juste des decks de faction. Donc, tous les jeux, c'est une espèce de variante qui offre quand même différentes choses. C'est pas strictement le même jeu et j'aurais beaucoup de misère à les départager. C'est la raison pour laquelle je crois que je mets ces trois jeux-là sur un beau pied d'égalité. Donc, Imperial Settlers, Empire of the North et 51st State, peu importe la version, les nouvelles versions, c'est un tableau builder de gestion de ressources où on doit drafter des cartes, essayer de réussir à monter un moteur, de pouvoir générer des points de victoire. C'est directement dans mes cordes. J'ai énormément de plaisir. Et je tiens à dire que le thème de 51st State, un thème un peu post-apocalyptique, me plaît beaucoup. Je pense que c'est un peu moins générique que les factions d'Imperial Settlers, mais je pense que c'est vraiment... c'est un type de jeu que j'aime énormément. Mais le problème souvent avec ces jeux-là, c'est que plus tu joues, plus tu comprends les cartes, plus tu comprends les combines, puis plus ça devient une espèce de seconde fonction. Donc, certain que si tu joues avec quelqu'un qui est moins habitué, l'écart entre les joueurs est assez difficile, mais si la machine part pas, ça peut être très frustrant, mais si la machine marche, ça peut être incroyablement satisfaisant. Donc, 51st State, Master Set, Ultimate Edition, la nouvelle édition avec toutes les choses dedans. Encore une fois, un jeu qui va rester dans mon top 10. Et je pense que, comme je dis, je pense que je vais les mettre les trois sur la même ligne parce que j'aime ça tricher de toute façon dans mes propres tops. Je continue avec un jeu qui, lui, j'avais joué une seule partie il y a 5 ans. Et je m'étais toujours dit, il faut que je le joue parce que je l'avais acheté immédiatement. C'est le jeu Endeavor. Alors, Endeavor est un jeu que j'avais joué en première partie et j'ai fait immédiatement, wow, c'est vraiment bon, je me dois de l'acheter immédiatement. Ce que j'ai fait, j'ai ensuite trouvé la version de luxe, donc j'ai vendu ma version originale, j'ai acheté la version de luxe et j'étais content. Et le jeu n'était pas sorti depuis. Donc, au WJDS, donc lors de l'événement ludique, je me suis dit, là, c'est le temps. On va être plusieurs joueurs, on va s'installer parce que le jeu se joue de 2 à 5 joueurs. Donc, c'est un jeu qui demande d'avoir beaucoup de monde autour. Et c'est un jeu qui vient bonifier avec ça. Et c'est un jeu qui est incroyablement simple dans son approche. Donc, dans Endeavor, on doit placer, on va explorer différentes zones et on va retirer des petits jetons. Et là, on va construire un petit tableau, on va avoir des nouvelles actions. On va devoir tenter de monter différents paramètres, de pouvoir retirer plus d'argent, plus d'actions, faire différentes choses. Et c'est un jeu qui marche tellement bien. J'ai rejoué 2 parties depuis que je l'ai ressorti et wow, ça marche tellement bien ce jeu-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui est élégant, c'est un jeu qui est pas long. On peut jouer une partie à 4 joueurs en à peu près 1 heure. J'ai vraiment trouvé ça très satisfaisant comme jeu. On va essayer de construire, de placer nos affaires et plus la partie avance et plus on explore différentes zones du plateau, on va avoir tellement de petits éléments, mais le jeu est tellement fluide du fait que on comprend assez rapidement le flow du jeu. Donc c'est vraiment un jeu super. Endeavor, si jamais vous connaissez pas ce jeu-là, je vous invite à le découvrir. Je continue avec un autre jeu qui, un peu comme Endeavor, a subi le même traitement de dire j'ai fait une partie, j'ai trippé et je l'ai acheté et j'avais jamais rejoué. C'est le jeu Glenmore 2. Donc Glenmore 2 Chronicles est une suite à un jeu allemand qui s'appelait Glenmore qui était quand même assez
assez prisé, mais pas distribué à grande échelle. Donc lorsqu'ils ont sorti Glenmore 2, ils ont sorti des Chronicles, donc c'est le titre du jeu. Il y a différentes chroniques qu'on peut rajouter. Donc à la manière de modules, c'est pas un mode campagne, mais c'est vraiment des modules qu'on peut rajouter de partie en partie. On peut essayer de mélanger différents modules et ça va rajouter différents éléments pour venir patcher. Donc même le jeu vanille fonctionne tellement bien. C'est un jeu où on va construire notre tableau avec des tuiles. On va avoir de la gestion de ressources qu'on va faire. Mais un des éléments que j'aime énormément, c'est le concept des majorités, parce qu'à la fin de chacune des rondes, si on veut, là, les tuiles sont divisées A, B, C et D, et à la fin de chacune des piles, on va passer à un scoring. Et la manière que le scoring fonctionne, c'est qu'on va toujours se comparer par rapport aux autres joueurs. Donc, si on joue avec, par exemple, à 2 joueurs, et que un joueur termine avec 5 barils de whisky et l'autre joueur en a 4, ben, il y a une différence de 1, donc il va faire un certain nombre de points qui vont être assez minces. Mais si un joueur décide de vraiment pas, donc je me dirais, je vais pas dans le whisky, et là le joueur en a 5 et l'autre en a 0, c'est la différence des deux qui va nommer le nombre de points qu'il va faire. Donc il faut toujours être de compétition avec les autres joueurs. On peut pas laisser les joueurs aller dans une chose parce qu'ils vont sortir énormément de points de victoire, et j'ai trouvé ça vraiment brillant comme concept. Tout ça jumelé avec un concept de... c'est une espèce de rondelle où on va se déplacer tout autour et on peut choisir la tuile qu'on désire. Donc, en choisissant la tuile, on va avancer notre pion pour aller prendre la tuile et c'est toujours au joueur qui est en arrière de jouer. Donc, le joueur qui est en arrière va pouvoir avancer à petits pas, donc prendre plusieurs tuiles, mais il y a également des malus parce que si on ramasse trop de tuiles pendant la partie, on va être pénalisé. Un jeu vraiment génial, je suis très heureux d'y avoir rejoué malgré une dizaine de aussi, probablement 4 ou 5 ans. C'est vraiment, vraiment un jeu super. Glenmore, ça m'a redonné le goût d'y rejouer et c'est un jeu qui va se hisser quand même assez haut, je pense, dans mon top, parce que ça me donne vraiment un bon sentiment, le sentiment de gestion de ressources, le sentiment de placement de tuiles qu'on va faire. Donc, c'est vraiment un super jeu. Je continue avec un autre jeu qui est dans mon top, et celui-là se trouve très haut dans mon top. C'est le jeu Le Havre. Ça faisait un peu moins longtemps que j'avais joué à Le Havre que les deux autres, mais Le Havre a pour moi une place très importante dans mon cœur. C'est mon Rosenberg favori. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais d'ouvriers au singulier, parce qu'on a un seul ouvrier et on va devoir tenter de maximiser nos actions. Ce qui est intéressant avec Le Havre, c'est qu'on va construire, bien entendu, on va construire des bâtiments, et en début de partie, c'est très simple. On peut soit prendre des ressources dans un des ports disponibles, ou encore, on peut placer notre ouvrier de manière à générer une action. Mais là, plus ça va et plus les tours vont devenir intéressants parce que malgré le fait qu'on a toujours seulement un ouvrier, contrairement à beaucoup de jeux de placement d'ouvriers comme ça où on en a plusieurs, là on en a juste un et les décisions deviennent tellement incroyables. Et là, j'ai joué à 2 joueurs, le jeu roule tellement bien. Certain que à plusieurs joueurs, je pense qu'à 4 ou 5, je suis pas sûr que je m'y aventurerais parce que c'est un jeu qui est assez costaud. On se le cachera pas, c'est un gros jeu, mais c'est un gros jeu qui est tellement satisfaisant. Donc, les parties de Le Havre font en sorte que le jeu prend une espèce de tournure que on a un plan de match. Et là, parfait, excellent, je sais c'est quoi, bon, prochain tour, je vais faire ça, prochain tour, je vais faire ça, prochain tour, Parce que là, quand j'arrive ici, il me manque ça. Donc, on va tasser le plan, on va rajouter une nouvelle étape. Et là, plus ça va et plus notre plan de match, on l'écarte un peu. Ah, ben là, finalement, je pensais faire du poisson, mais là, ben, je vais aller chercher la boulangerie. Ben, pour aller chercher du pain, je vais aller chercher du pain, il va falloir que je convertisse mon pain pour pouvoir le transférer. Et là, ça vient en sorte que notre plan de match finit par être très, très loin. Et si vous êtes comme moi, le plan de match finit par prendre le bord parce que je tombe sur un autre concept et wow, c'est un jeu incroyablement bon. C'est un jeu qui date déjà de quelques années. Je pense que c'est un jeu peut-être de 2007. Je suis pas sûr de la date, mais c'est un jeu qui, pour moi, tient vraiment bien la route. C'est mon Rosenberg favori et malgré le fait que j'étais un grand fan d'Agricola dans le passé, je pense que Le Havre me donne vraiment cette satisfaction-là que je recherche dans un jeu euro. Un jeu qui a des décisions croustillantes, de beaucoup de gestion qu'on va faire de différentes ressources, mais c'est tellement bien pensé, c'est tellement bien appliqué aussi. Donc, si on parle souvent que les nouveaux jeux, c'est le fun, le Cult of the New, celui-là est un peu plus vieux, mais il fait tellement bien la job, encore une fois. Et là, je termine avec un jeu qui est très Cult of the New parce qu'il n'est même pas encore arrivé sur nos tablettes ici. C'est le jeu Kutna Hora City of Silver. Alors, Kutna Hora est le nouveau jeu de la compagnie CGE. C'est un jeu que j'attendais avec impatience. C'était une dernière sortie de SN. Mon ami Martin Labbé de C'est à ton tour, photographe, a ramené une copie d'SN et j'étais très heureux de pouvoir l'essayer avec lui. Donc, Kutna Hora est un jeu de construction de ville où on va devoir tenter on va construire une ville et là avec un système d'action. Donc on va avoir des cartes en main qui vont générer des actions et là les actions, on va pouvoir aller dans la mine, on va pouvoir réserver des bâtiments, construire ces bâtiments-là et le jeu va venir avec un marché évolutif. Donc c'est pas vraiment un marché
une manipulation de marché parce que le marché va toujours être comme ça, mais il va y avoir des cartes qui vont aller. Donc, plus la population va augmenter et plus les valeurs des différentes ressources vont changer. On a également un petit slider qui va passer, donc ça va faire changer les valeurs. Donc, tout au courant de la partie, les valeurs des différents objets, des différentes commodités, je dirais, vont évoluer. Ce qui est intéressant, c'est que chaque joueur va avoir le contrôle sur 3 commodités, donc 3 ressources. Et là, on n'aura pas besoin nécessairement de ces ressources-là tout le temps parce que les ressources vont toujours être associées à la valeur. Donc, lorsque je veux un bois, je n'ai pas besoin d'avoir un bois, je dois simplement le payer. Et là, la valeur du bois va être modifiée à travers les actions que les autres joueurs vont faire. Donc, c'est pas une manipulation directe de marché, mais c'est vraiment le marché qui va changer constamment et on va devoir se réajuster et les prix vont changer. Ça va faire en sorte que ça va modifier notre plan de match. J'ai joué une seule partie, c'est vraiment mon genre de jeu. Encore là, une petite construction de ville. C'est un jeu que j'ai très hâte de rejouer pour explorer un peu plus, mais c'est un jeu qui a le potentiel probablement de faire mon top 6 de mes jeux favoris de 2023. D'ailleurs, 2023 commence à bientôt tirer à sa fin. J'ai encore quelques jeux que je veux essayer de l'année avant de vous proposer mon top. Bien entendu, le top va arriver un petit peu plus tard, mais ça reste que Kutna est vraiment beaucoup de choses pour me plaire. D'ailleurs, j'ai très hâte de vous le présenter sur la chaîne lorsque j'aurai une copie. Et voilà, ça fait le tour de mon aperçu du mois. Alors, plusieurs beaux jeux, plusieurs belles expériences que j'avais tellement hâte de vous repartager. Donc, de ces classiques-là, et je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez des jeux que j'ai parlé? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je trouve ça toujours très agréable de pouvoir vous lire. Et là, surtout que j'ai revisité beaucoup de vieux jeux qui me rendent très passionné. Vous devez le sentir un peu lorsque je vous parle de ces jeux-là. C'est des jeux qui viennent me chercher et c'est certain que quand j'ai l'occasion de pouvoir les partager avec vous, c'est vraiment toujours génial. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!